J'accueille Emmanuel Garcia, Vianney Marzin, Lise Baron, Virginie Lardière, Michel Bonnour et de nouveau Camille Proutot. Vous pouvez rester ici. On peut les applaudir aussi. Alors, est-ce qu'on peut démarrer ? Il y a encore du monde à côté ? Oui, mais bon, on y va. Ça marche. Alors, cette table ronde est dédiée aux dynamiques interfilières. Donc, on a parlé... Allô ? Plus proche, comme ça ? Ok. J'ai tendance à faire... Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire si je reflanche. On va donc parler maintenant, pendant une petite heure, des dynamiques interfilières. Comme vous le savez, ou peut-être certains ne le savent pas, mais le pôle art visuel a été très impliqué dans cette dynamique interfilière, notamment en portant le dispositif trajet depuis 5 ans. Donc c'est pour ça que c'est moi qui modère cette table ronde aujourd'hui, parce que je suis un peu un des fruits très concrets de cette coopération interfilière. Donc très rapidement, en quelques mots, le dispositif trajet, c'est un projet qui a été initié par 4 pôles initialement. Donc le pôle des musiques actuelles, le pôle Mobilis pour le livre et la lecture, le pôle la plateforme pour le cinéma et l'audiovisuel et le pôle art visuel. C'est peut-être avant tout même un projet politique, comme me le disait hier Vianney, c'est-à-dire qu'il y avait l'envie de se dire qu'est-ce qu'on peut ensemble très concrètement mettre en œuvre. Donc il y avait cette envie un peu sous-jacente dès le démarrage. Et puis après, très concrètement, Trajet, c'est un programme d'accompagnement de 9 mois pour aider à la structuration de projets culturels sur l'ensemble de ces filières. Depuis 5 ans, on a accompagné donc 150 professionnels de la région. Aujourd'hui, il y a 6 filières qui sont représentées par Trajet. Donc le pôle spectacle vivant et le pôle patrimoine ont rejoint la dynamique de coopération Trajet il y a 1 an. Et puis, c'est un emploi partagé aussi que j'incarne. Et puis, ça a été aussi... une connexion renforcée avec tout l'écosystème d'accompagnement, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Ça a vraiment été aussi un espace-temps de développement des coopérations au niveau de l'accompagnement en général, en fait. Cette table ronde, on l'a pensée en 2 temps. Ce qui va être intéressant pour moi aussi à cette occasion, c'est de faire un peu d'archéologie et de revenir aux racines. Pourquoi est né Trajet ? Il y a quoi au départ ? C'est quoi et c'est important de rappeler aussi les éléments clés qui ont créé cette coopération interpôle. Ensuite, on aura un deuxième temps sur plutôt les perspectives dans le contexte que vous connaissez. Et là, je ferai venir sur scène les équipes plus actuelles des pôles pour nous parler de ce sujet-là. Voilà. Donc, pour ce premier temps, autour de la table, donc il y a Vianney Marzin, donc l'ancien directeur du pôle des musiques actuelles. Michel Bonnour, qui est le représentant au Césaire des pôles et qui a aussi été président du pôle des musiques actuelles dès le démarrage. À peu près, voilà. Ensuite, Emmanuel Garcia, qui était la première directrice du pôle Mobilis et qui a contribué à la création de l'Interpôle et du dispositif Trajet aussi. Lise Baron, donc ancienne administratrice, présidente, vice-présidente, coprésidente du pôle cinéma et audiovisuel La Plateforme, et Virginie Lardière, que tout le monde connaît bien. Ancienne présidente du pôle art visuel et nouvelle présidente du pôle art visuel. Donc je vais commencer par vous questionner en faisant un peu le tour peut-être de quelque chose qui serait de l'ordre un peu des ingrédients pour construire de la coopération interfilière. On va essayer un peu de tracer ces bonnes, peut-être quelque part des bonnes pratiques ou des choses qui sont peut-être à retenir aussi pour d'autres projets de coopération. C'est un peu notre fil conducteur. Et je vais démarrer en posant la question à Vianney et puis à Michel. Déjà, à l'origine de l'Interpôle, il y a eu la création des pôles en tant que tels. Donc ça, c'est quand même un élément fondateur qui explique aujourd'hui qu'on peut travailler en interfilière. C'est qu'il y a eu l'observation. C'est quoi les éléments clés qui ont fondé les pôles et qui ont ensuite amené à cette réflexion sur l'Interpôle. Donc peut-être... Vianney en premier, Michel, oui. Je vous laisse vous compléter. Oui, alors, hop là.
Oui, merci Camille. Juste, je commencerai par réagir un peu aux propos de Guillaume, parce que ce qu'il a pointé là, c'est assez symptomatique en effet d'une réalité qui... Et tout à l'heure avec Emmanuel Vallon, on parlait de consensus. Est-ce qu'il y a consensus sur les politiques culturelles et la façon dont on les mener? Et on voit bien qu'il n'y a pas, en tout cas, tout le monde ne souhaite pas, parmi les opérateurs culturels, parmi les institutions, parmi les élus, partager l'expertise avec le terrain, avec les acteurs, et que finalement cette utopie qu'on met en œuvre et qu'on a réussi à mettre en œuvre en région Pays de la Loire, et puis qui a été inspirante pour d'autres, dans d'autres régions. On l'a vu aussi dans les autres interventions précédentes, mais dans les musiques actuelles, ça a été aussi le cas. Cette structuration très inspirante, elle questionne aussi et elle bouscule finalement certaines personnalités, certaines institutions. Et elle n'a pas toujours fait consensus, et même si on était quand même si on avait réussi jusqu'à présent à quand même embarquer beaucoup de monde dans cette aventure. Ça, c'est une première chose. C'est vrai que depuis 15 ans, 20 ans, la région Pays de la Loire, en matière de structuration, d'innovation et de coopération, avait été particulièrement dynamique et repérée, en fait, avec, je ne donnerai pas tous les exemples, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aussi de fédérations culturelles qui se sont installées en région. Les pôles ont été remarqués, identifiés, ils ont été souvent copiés par d'autres territoires. Ce modèle de structuration qui embarque un ensemble très hétérogène d'acteurs a été aussi a produit des choses. On y est revenu et on est arrivé jusqu'à structurer finalement, hier le chiffre a été donné, de 1200 projets qui sont rattachés les uns aux autres par au moins le biais d'un pôle, sachant que parfois il y a des projets qui sont adhérents à plusieurs pôles en région, à travers donc 6 pôles de filière. Et cette structuration, elle est inédite, elle était je pense même inespérée d'en arriver à ce point-là d'organiser les filières culturelles, et je pense qu'elle n'existe dans aucune autre région, même si on voit qu'il y a quand même des choses aussi intéressantes, par exemple dans les Hauts-de-France avec le CRAC, etc. Le pôle musique actuel, qui depuis est devenu musique, moi je suis le 2e directeur de cette structure. Le 3e directeur, Maxime, est dans la salle, et le 1er directeur, c'était Denis Taledec, qui m'a passé le relais en 2011. Mais il faut savoir que l'histoire du pôle, elle a été créée, enfin le pôle a été imaginé plutôt au milieu des années 2000, donc il y a déjà 20 ans finalement, et qu'il a bénéficié d'un contexte politique. Quelqu'un parlait aussi de le contexte qui change, donc on peut espérer qu'il puisse changer à nouveau dans le bon sens plus tard. Mais en tout cas, il a bénéficié d'un contexte politique où un certain nombre d'élus, de fédérations, d'acteurs revendiquaient la possibilité de concerter, de co-construire des politiques publiques, et notamment dans le secteur des musiques actuelles. Ça s'était concrétisé à travers un Conseil supérieur des musiques actuelles qui a été créé en 2006, et aussi ce que vous avez vu dans les Arviel, les sauts d'avis. Mais nous, c'était les SOLIMA, les schémas d'orientation des lieux de musiques actuelles, qui étaient une pensée de la concertation des acteurs sur un territoire avant d'agir. Et notamment, cette circulaire a été rattachée à la circulaire SMAC, donc les scènes de musique actuelles, en disant quelque part, attention, là où on construit de nouveaux lieux, de nouveaux territoires, moi j'ai un peu formulé ça comme ça, après, si on ne veut pas créer des SMAC Attila, c'est-à-dire en gros où il n'y a plus rien qui pousse autour, c'est-à-dire des SMAC qui aspireraient toute l'expertise et la compétence, et qui du coup ne permettraient pas finalement un tissu d'initiatives privées autour de cohabiter et de coexister, si on ne veut pas créer ce genre de SMAC, il faut pouvoir concerter le territoire et adapter le projet de cette SMAC à son territoire et à ses acteurs. Donc ça a été assez déterminant, et donc il y a, à la création du pôle, on va dire qu'il y a 2 logiques qui se sont rencontrées. Il y a cette logique de co-construction, de concertation, qui a aussi atteint finalement certains élus de collectivités locales qui avaient envie aussi d'avoir cette pratique du dialogue avec les acteurs, et puis une logique de fédération des acteurs qui, elle, préexistait dans le secteur des musiques actuelles aussi depuis des années, notamment empreint d'éducation populaire. Et donc ça a permis de créer le pôle. Et dans cette structure-là, ce qui était en fait innovant au Pays de la Loire et qu'on ne voyait nulle part ailleurs, c'était le fait d'avoir tous les métiers, tous les statuts, des petits, des gros, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord,
dans le secteur des musiques actuelles et globalement du spectacle vivant, il y avait déjà beaucoup d'organisations fédératives, de syndicats d'employeurs, de syndicats de salariés, etc., qui défendaient finalement chacun aussi un peu leur vision de la culture. Au sein du pôle, l'idée, c'était d'avoir une pluralité de paroles, donc d'avoir des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, a priori, mais que malgré tout, ils puissent construire et discuter ensemble, et avec les pouvoirs publics. Et donc le pôle, d'une certaine manière, est créé par ces acteurs, mais il est aussi créé, finalement, par l'investissement et l'engagement de la région Pays de la Loire, à l'époque, qui était présidée par Jacques Oxiette. La commission culture était présidée par Alain Gralpoix, et on avait Nicolas Cardou, qui était présent dans l'institution en tant que chef du service culture. Donc je nomme ces personnes parce qu'elles sont importantes, parce que c'est un choix aussi déterminé de dire on souhaite mettre en place des outils, des espaces qui permettent de dialoguer avec les acteurs de façon efficace. Donc il y a eu le pôle, et parallèlement, donc dans les musiques actuelles, 2005, création de la structure en 2007, et à côté, la création par la région d'un espace qui s'appelle la conférence CRCC, la conférence régionale consultative de la culture, qui du coup, elle réunissait l'ensemble des acteurs, enfin l'ensemble, en tout cas l'ensemble des filières. Évidemment, il n'y avait pas tous les acteurs dedans, mais quand même une centaine de personnes qui y participaient activement et qui représentaient toutes les filières, qui étaient, mais on va dire, sans gouvernance vraiment, c'est-à-dire sans association dédiée à chaque filière. Ça a été très productif, et ça a été le berceau un petit peu de la structuration des autres pôles. C'est-à-dire que le pôle musique avait son pôle avec son équipe salariée, et les autres, eux, étaient un peu démunis. C'est-à-dire que chaque acteur représentait son secteur, mais sans pouvoir s'appuyer sur des équipes salariées. Donc, on va dire, les musiques actuelles bénéficiaient d'un petit avantage concurrentiel pour être force de proposition, pour pouvoir faire dégager des problématiques, etc. Et notamment, les musiques actuelles avaient intégré très rapidement la notion d'observation. C'est-à-dire, pour pouvoir co-construire, il fallait pouvoir avoir un avis un peu objectif, partager des éléments concrets entre personnes qui avaient des vécus différents, mais pouvoir au moins partager des données socio-économiques notamment. Donc on avait intégré une personne qui était un chercheur, Jérôme Guibert en l'occurrence, puis après Emmanuel Parent, etc., qui ont produit du coup des données et qui ont du coup permis au pôle de faire des propositions. Et donc dans l'espace CRCC, les autres acteurs ont dit bah, nous, on ne veut pas forcément d'un pôle. Ils n'ont pas dit directement on veut un pôle. Mais ils ont dit on veut l'observation. On veut pouvoir avoir les données qui nous permettent de dialoguer. Et donc la question a été posée au pôle à ce moment-là, et donc à nos administrateurs, dont Michel, dont Guillaume Bassompierre, qui était également administrateur du pôle à l'époque, puisqu'il était dans la musique, et puis d'autres. Est-ce que vous êtes prêts, le pôle musique actuel, à accompagner les autres pôles, les autres secteurs, pardon, dans leur démarche d'observation? Une observation pas comme les autres, c'est-à-dire une observation qui implique les acteurs, qui implique les acteurs culturels et qui leur permet de rentrer en dialogue. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner ces démarches? Et là, la question s'est posée en conseil d'administration du pôle, et le pari que le pôle a fait à ce moment-là, les 16 ou 20 administrateurs et administratrices du pôle, ça a été de dire, si on veut travailler sur l'avenir vraiment, trouver des solutions par rapport aux problématiques sociales, professionnelles, écologiques, sanitaires, auxquelles on est confronté, on ne construira pas tout seul nos outils à l'échelle des musiques actuelles. On doit trouver des outils qui puissent être construits à l'échelle de la culture, et parfois même à des échelons nationaux. Et ça, on ne peut pas le faire dans notre coin. Et pour pouvoir travailler la construction de ces outils, on a besoin que les autres s'organisent de façon compatible avec notre mode d'organisation. C'est-à-dire on a besoin que les autres secteurs culturels puissent aussi reconnaître la diversité culturelle en leur sein, et c'est-à-dire la diversité des initiatives, avec un peu cet argument de dire, nous, ce qui est important pour nous, c'est la diversité culturelle, et qu'il n'y a pas de diversité culturelle sans diversité des initiatives. Et que ça, il faut la reconnaître, et c'est une reconnaissance économique, mais symbolique aussi, et donc la participation à des espaces non hiérarchiques, et qui permettent du coup de rentrer en dialogue. Et donc on a dit, ok, on accompagne cette observation, parce qu'on sait que cette observation va être structurante. Ce n'est pas une observation uniquement, jusqu'alors on observait nos adhérents, et on sortait des conclusions pour nos adhérents. Là, on a dit, on va observer un secteur,
Et ce secteur va se structurer parce que justement, on va lui donner l'occasion de dialoguer. Et donc, on a accompagné ces OPP, les fameuses premières OPP, et qui ont ensuite permis d'abord le secteur du livre, donc observation participative et partagée. On a rajouté un troisième P, qui était la logique de permanence, parce qu'on considère qu'à un moment, faire une OPP de temps en temps, c'est pas logique. Ce qui est censé, c'est de la faire de façon permanente, et avec des moyens. Et donc, il y a eu d'abord une première initiative, et puis qui a conduit après à structurer Mobilis, le polar visuel, etc., etc. Ça a pris du temps. Tout ça, c'est du temps long. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de temps long. Aujourd'hui, on a une majorité régionale qui nous avait reçus en héritage quelque part et qui finalement ne respecte pas cet héritage et le dilapide en faisant vœu d'incompétence. Mais le temps long, et c'est aussi nous montre quelque part que voilà, il y avait ce deal, fédération des acteurs par eux-mêmes, mais aussi reconnaissance de l'intérêt pour l'intérêt général et le service public d'avoir une ressource qui soit produite pour tout le monde et pas uniquement pour les adhérents. Là, le deal est cassé, mais pour autant, ce que j'entends, c'est qu'il y a l'espoir de rester au moins sur la construction de l'identité même des pôles, on l'a dit hier, c'est-à-dire fédérer la pluralité, et que sur cette base-là, il y aura des choses à reconstruire plus tard. Pour compléter ce que vient de dire Vianney sur l'histoire des pôles, deux éléments qui, en tant qu'administrateur, moi, m'ont amené à travailler à m'impliquer dans la gouvernance du pôle, et maintenant, plus largement, d'être participant à l'Interpol. C'est quand même parti de quelque chose qui était vraiment pas commun à l'époque, qui était de se dire, d'une part, que c'est des structures qui émanent des membres, des acteurs culturels. On a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde, on a évoqué les agences culturelles. À l'époque où le pôle s'est créé, il y avait un vrai débat, puisque même au sein des collectivités qui ont porté la naissance du pôle, il y avait un débat entre créer une agence culturelle, musique, et laisser le pôle se créer à l'initiative des acteurs. On a vu revenir ce débat assez régulièrement, et Guillaume faisait allusion à la charte. C'est une façon aussi de remettre le sujet sur la table actuellement, et d'essayer de positionner les pôles comme étant des agences culturelles ou des bras armés de collectivités ou de la DRAC. Et ça, c'était aussi au départ du pôle et des pôles en général. Ça a été quelque chose qui a été vraiment affirmé, que c'était des associations avec une gouvernance, que c'était une émanation des acteurs et qui était là pour porter la parole des acteurs et à agir pour les acteurs en collaboration et en co-construction, même si c'est devenu un mot, un mot un peu fourre-tout et puis pas toujours accepté, mais qu'on allait travailler en collaboration avec les collectivités, qui allaient laisser aussi la parole aux acteurs et faire ce qu'on appelle du bottom-up et pas uniquement des décisions descendantes des politiques en direction des acteurs. Donc ça, c'était quelque chose qui était très très fort dès la création des pôles et qui revient encore là, qui est vraiment dans l'actualité actuellement avec les gouvernances. Et deuxième chose qui était innovante, c'était de parler de pôles régionaux. C'est-à-dire que aussi reprendre un territoire qui soit... il y avait des politiques locales, il y avait des politiques nationales, mais les régions à l'époque
bon, ils sont en train de revenir, mais avaient un besoin de préciser et de mettre en avant aussi leur existence au travers de politiques, entre autres culturelles. Et qu'on a profité aussi de cette dynamique à l'époque, et qu'on s'est aussi aperçu qu'il y avait la dimension régionale était une dimension intéressante en termes de mutualisation, de collaboration et de rencontre entre les acteurs. Et que ça, ces deux éléments-là ont perduré et sont sous-jacents et pas questionnés réellement, heureusement, par rapport à l'évolution des différents pôles, la création et l'état où on en est actuellement. C'est intéressant, vous avez bien mis en évidence les socles communs qui sont quand même toujours là aujourd'hui. Je vais te laisser la parole, Emmanuel, sur les actions, donc au-delà de l'émergence, du constat de départ et de l'émergence des pôles. Toi, Emmanuel, les premières coopérations qui ont eu lieu avec d'autres pôles, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, avant Erasmus+, avant Trajet, voilà, ces premiers liens, et puis est-ce qu'il y a des choses de l'ordre d'une posture de coopération aussi que tu pourrais nous donner en regard aujourd'hui ? Merci Camille. Oui, en fait, je crois que la dynamique de coopération est décrite par Vianney Michel, elle a commencé tout de suite, indépendamment des projets. Les projets qui en sont nés, ils en sont nés parce qu'il y avait d'abord ce dialogue. Je voudrais revenir sur le participatif et partagé. Cette dimension-là, elle est essentielle. Et moi, c'est ce qui a fait que je suis venue en Pays de la Loire spécifiquement. J'avais fréquenté d'autres structures dites structures régionales pour le livre, en Bourgogne, en Aquitaine, en Poitou-Charentes, avant la fusion des régions. J'ai voulu venir ici parce que c'était mon temps, parce que il y avait une autodétermination des acteurs culturels pour dire d'eux-mêmes qui ils étaient. Et il y avait quelque chose d'assez détestable dans les autres régions, et c'était communément partagé, c'était que on nous disait qui était légitime et qui ne l'était pas. Et donc ici, ce que j'attendais, ce à quoi j'ai voulu contribuer, c'était une vision de la culture telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et donc, dans les annuaires, dans les espaces de ressources, dans les représentations, dans les conseils d'administration, dans toutes ces dimensions-là, il y avait des gens qui disaient « mais moi je suis auteur ». Alors vous savez, dans le monde du livre qui est très normatif, extrêmement classique, il y a un certain classicisme, je dirais, dans cet univers-là, il y avait donc par exemple tous les auteurs auto-édités. Est-ce qu'on se pose la question dans la musique de savoir si le musicien est musicien parce qu'il s'autoproduit ? Non. Est-ce qu'on se pose la question dans les arts visuels de savoir s'il y a une galerie derrière ou pas, pour savoir si c'est un artiste ? Non. Dans le livre, oui. Dans le livre, si vous pensez que votre livre doit émerger sur la scène publique et être partagé, on dit de vous que vous n'êtes pas un bon auteur, parce que vous n'êtes pas labellisé par d'autres. Bon. Et dans ce monde-là, en fait, ça a permis à un certain nombre d'acteurs culturels d'émerger et de faire partie pleinement du partage et de la définition d'un monde culturel en émergence. Et quand on a commencé à parler les uns avec les autres, bien sûr, pendant assez longtemps, on a commencé par dire qui on était. Non, mais chez moi, c'est pas comme ça. Non, mais dans notre filière, à nous, c'est pas comme ça. Et ça nous a pris quand même, je pense, à peu près 2 ans. Entre la conférence régionale consultative pour la culture, puis les travaux plus rapprochés, ce qu'on cherchait à tous les niveaux. Il y avait la question de formalisme dans les pôles. Et puis, il y avait les questions de travail commun, zone de travail commune. Voilà. Ah non, mais chez moi, c'est pas comme ça. Non, ça marchera jamais. Ils n'accepteront pas la question des individuels, la question des structures, la question
droit des auteurs, droit des artistes. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, très rapide, enfin, finalement, c'est assez rapide à l'échelle de toute cette aventure, on a commencé à voir naître une sorte... alors, je voudrais pas faire d'angélisme, mais je pense qu'à travers tous ces travaux, il y a une sorte d'éthique de la relation qui est née, d'éthique de l'écoute, du respect de la différence, et aussi une capacité d'élaboration, c'est-à-dire que et salariés des structures et je me tourne vers Lise ou vers Virginie et Michel, qui sont qui ont été des dirigeants bénévoles de ces structures ou qui le sont toujours. Il y a eu une capacité d'élaboration et de créer un niveau supérieur de réflexion avec nos points communs, nos différences, de les assumer, de commencer à penser à l'Interpol, ce nom qui nous a toujours fait beaucoup rire. Et il y avait beaucoup de conflits au sens dynamique du terme dans l'Assemblée, puisque certains disent « mais pour qui on va nous prendre Interpol, quoi ?» Et d'autres qui disaient mais c'est drôle parce que justement comme il y avait cette image de l'agence où on nous dirait quoi faire exactement et que nous on était un petit peu des irréductibles gaulois qui ne voulions pas qu'on nous dise ce que nous avions à faire, mais plutôt qu'on désirait laisser une parole émerger, une image s'autodéterminer, eh bien l'Interpol c'était aussi celui qui était super bien renseigné, parce qu'il menait ses observations participatives et partagées. Et quand le Covid est arrivé, ben oui, c'est nous qui avons pu produire, grâce à des outils, une expérience, un regard, des chiffres dans ce domaine-là. Et là, on a nourri... bon, on ne revient pas sur cette triste période qui a été, je pense, le premier cliquet du début d'une certaine fin, mais... Voilà, on a pu produire quand même un regard sur tout le traumatisme généré par cet isolement et enfermement. Et voilà. Avant ça, heureusement, on avait réussi à créer des projets extrêmement riches, de multicouches, donc autant pour des adhérents que pour des administrateurs, que pour les salariés, à la recherche de développement de compétences partagées dédiées aux filières culturelles, au service de la culture, et ça, dans l'écoute, et je pense dans l'époquer, vous savez, la suspension du jugement. Voilà, on s'en fout, oui, c'est différent ailleurs, oui, on s'en fout, c'est pas ça la question. La question, c'est comment tu es toi et comment je peux me nourrir de toi. Et on est allé voir des gens en Europe, à travers ce projet européen, extrêmement précaires, dans des formes de difficultés économiques telles que celles qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, et dont nous avons pu enrichir nos propres conceptions. Vous savez, il y a juste, j'arrête avec ça après, mais c'est juste, c'est s'apparaître à l'occasion d'un autre. En fait, on se découvre soi-même, on prend conscience en tant qu'acteur, en tant que militant, en tant que membre d'un pôle engagé pour le fonctionnement d'une certaine vision de la culture, parce qu'on rencontre l'autre. Et pour ça, du coup, dans une ouverture parfaite. Je vais laisser la parole à Lise sur cette question du projet qui impliquait bénévoles, salariés. Je pense que tu pensais notamment au projet Erasmus+. Est-ce que Lise, tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ce projet-là, ce que ça a apporté, en nous parlant aussi de l'enjeu de l'interconnaissance ? Effectivement, je crois que l'Interpol est la suite logique de la création des pôles, pas juste parce qu'on les réunit, mais en ce sens que les pôles ont comme intérêt notamment de ne pas fonctionner en silo, mais bien de rassembler toute une filière. Et donc la suite logique de ça, c'est que la culture, à l'échelle régionale, ne fonctionne pas non plus en silo, mais qu'au contraire, toutes les filières culturelles puissent être rassemblées. Et en tout cas, moi, c'était une des choses qui m'intéressait
énormément d'abord à la plateforme, et c'est pour ça que j'ai intégré cette association et ce pôle. Et ensuite, pour moi, c'était une évidence qu'on ne pouvait pas rester chacun dans notre coin. Et effectivement, voilà, l'initiative d'Erasmus+ a permis clairement de passer un cap dans voilà, ce travail commun et cette interconnaissance. Donc, pour rappeler rapidement, donc cet Erasmus+ consistait en plusieurs mobilités en Europe pour aller observer ce qui se passait chez nos confrères et consoeurs européennes, donc des associations ou des structures, des réseaux, voilà, pour comprendre comment s'organiser la culture dans d'autres pays que le nôtre, et était associé à ces mobilités à la fois des salariés des structures et aussi des administrateurs, administratrices, et même parfois des bénévoles qui n'étaient pas forcément voilà, qui n'avaient pas forcément de mandat. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement ça a permis non seulement une meilleure interconnaissance déjà pôle par pôle, parce que quand on part une semaine tous ensemble comme en colonie de vacances, bah forcément on se connaît mieux à la fin, mais aussi évidemment entre pôles et entre filières. Et ce qu'on se disait et ce qu'on se rappelait, c'est que à force de voyages communs et à force de préparer puis d'expliquer à d'autres structures, à d'autres réseaux, à d'autres associations qui on était et ce qu'on faisait, petit à petit on savait nous aussi de mieux en mieux ce que faisaient les autres, et on était capable d'expliquer voilà, ce que faisait le pôle musiques actuelles alors qu'on venait du livre, ou ce que faisaient les arts visuels alors qu'on venait du cinéma. Et donc on a été capable aussi petit à petit de mieux se défendre les uns les autres par rapport à tout un tas de problématiques. Donc voilà, pour moi et pour nous, je crois, Erasmus+ a eu vraiment cet effet bénéfique énorme, à la fois pour chacun des pôles, parce que à l'issue de ces mobilités, ça reboostait chacun des pôles dans des initiatives particulières par rapport à ce qu'on avait pu voir. Et puis l'Interpôle est sorti grandi de ça, en ce sens qu'on se connaissait tous bien, de mieux en mieux, qu'on connaissait les problématiques des autres pôles, qu'on savait aussi mieux reconnaître ce qui du coup pouvait nous rassembler ou effectivement nous séparer, mais au moins on était conscients voilà, de ce qui se passait pour les autres. Et ce qui a permis, donc, non seulement, comme tu le disais, à l'issue de tout ça, la création évidemment de Trajet, qui a été voilà, l'émanation de cet Erasmus+, on peut dire, mais aussi, par exemple, d'être très proactif et dans un temps très court, quand il y a eu les régionales, pour proposer un document commun. Voilà, et ça rejoint les questions qu'il y avait tout à l'heure sur politiquement comment s'engager, ne pas, etc. En fait, notre réponse, elle a été celle-là, notamment celle de faire du lobbying politique à notre échelle, d'aller voir, notamment l'opposition surtout, voilà, mais pas que. Et voilà, très rapidement, on a pu concevoir ce document commun qui rassemblait les problématiques de tous les pôles, auxquels on rajoutait chacun notre document. Et ça n'aurait pas été possible, je pense, sans Erasmus+. En tout cas, on n'aurait pas été aussi efficace, synthétique, et voilà. Et puis, effectivement, comme le disait Emmanuel, quand arrive le Covid, qui clôt de façon vraiment littérale Erasmus+, parce que la mobilité s'est terminée sur la fermeture des hôtels, la fin des avions, etc. Ça permet aussi de concevoir un questionnaire voilà, commun, ouais, qui est aussi très efficace et très rapidement mis en place, parce qu'il y avait cette interconnaissance. Voilà. Donc effectivement, ça a été quelque chose. C'était il y a donc 5 ans. Ça paraît fou, en fait, de se dire à quel point, voilà, encore une fois, cette histoire de temps, le temps passe vite et les choses peuvent bouger. Donc je rejoins mes camarades sur le fait que, vu qu'elles ont bougé très vite dans ce sens-là pour arriver où on est aujourd'hui,
voilà, on peut tout à fait espérer que ça rebouge très vite dans l'autre sens. C'est très loin et en même temps, c'est pas si loin. Enfin, voilà, il y a 5 ans, 6 ans, on était tous ensemble à Bruxelles en train de se raconter nos vies et de préparer la suite. Donc, voilà. Gardons espoir. Virginie, à ton tour. Je vais faire le relais effectivement entre Erasmus+, parce que Erasmus+, ça a duré 2 ans, donc on est parti... On a fait 4 voyages, on était entre 12 et 20. Donc la première fois, c'était effectivement, je pense, à Bruxelles, où on était 20. Et on est accueillis par une structure à Bruxelles qui s'appelle le Rap BKO. Et elles sont 2. Et donc elles nous voient arriver comme ça, toute la vingtaine, on prend toute la place. Et puis donc après ça, on est parti en Suède. Et puis on a dû partir en Angleterre. Et on a fini en Espagne. Et donc tous ces séjours-là nous ont appris effectivement à nous connaître. Et pour moi, effectivement, Bruxelles, parce que j'ai pas fait tous les voyages, mais en tout cas à Bruxelles, avec Rap BKO, ce qui a été marquant pour nous, c'est effectivement le fait qu'on arrivait et qu'on se présentait, chacun membre d'une filière, voilà, tout à l'heure, je crois que c'est Lucie qui parlait de silo, et là on avait vraiment l'impression d'être en silo, chacun représentant ses métiers, ses acteurs, ses filières, et ils nous ont vraiment regardé avec des grands yeux en se disant mais c'est fou, nous ça n'est pas du tout comme ça chez nous, on est la culture, on est les acteurs de la culture, bon ils ont d'autres problématiques entre wallons et flamands qu'on avait compris, mais en tout cas, au niveau de la culture, c'était OK qu'ils travaillaient tous ensemble et ces histoires de filières ne leur parlaient pas du tout. Et effectivement, ils parlaient aussi pas du tout de projet. Nous, on parle toujours de projet, de porteurs de projet. Ils parlaient de trajet. Et ça nous a beaucoup inspiré. Je regarde Nathalie parce qu'effectivement, quand avec Nathalie, on s'est dit, nous, ce qu'on souhaiterait pour les acteurs des arts visuels, notamment, on était sur cette réflexion-là en 2017-18, on voulait qu'il y ait de l'accompagnement, puisqu'effectivement, le pôle art visuel et les autres pôles aussi étaient souvent sollicités pour avoir des rendez-vous, des temps d'échange, pour pouvoir justement mieux comprendre certaines questions, certaines problématiques qu'ils rencontraient, que ce soit les artistes, les indépendants, les structures. Et on s'est dit ce qui serait vraiment formidable, c'est d'avoir un temps long, encore une fois, pour accompagner ces artistes, ces structures, et qu'ils puissent avoir vraiment un temps pour travailler ça. Alors moi-même, avec AMAC, j'accompagne les artistes, auteurs qui sont allocataires du RSA, donc je vois bien à quel point l'accompagnement et ce temps long avec des échanges individuels, des temps collectifs, des temps thématiques, c'est vraiment important et ça crée aussi du lien entre les artistes auteurs qu'on peut accompagner aussi parfois. Et en fait, grâce à Erasmus+, on s'est dit avec Nathalie, puis par tous les échanges qu'on avait, en fait l'accompagnement ça concerne tout le monde effectivement. Toutes les filières, tous les acteurs ont besoin, et les pôles aussi, il y avait ce besoin-là partagé de pouvoir avoir un temps d'accompagnement à proposer à ces porteurs de projets. Et c'est effectivement assez naturellement qu'avec le pôle, on s'est dit, finalement, le pôle musique portait Forum Entreprendre dans la culture, le pôle Mobilise portait Erasmus+, et finalement, en bonne intelligence, chaque pôle, de manière informelle, était responsable de dispositifs qui concernaient tout le monde et prenait un peu comme ça le pilotage d'un dispositif. Donc, on s'est dit, nous, on va prendre le pilotage de l'accompagnement avec Trajet. Et donc, Trajet en mémoire de Rap BKO, qui nous a beaucoup parlé de trajet, d'horizon, de chemin, et de, effectivement, travailler ensemble sur ce temps-là. Voilà, et donc l'idée, c'est effectivement ça, de pouvoir avoir un temps d'accompagnement où il y a plus ces cloisons de filières, où on est des porteurs de projets, d'acteurs, quelle que soit la filière d'où on vient, parce qu'en finalement, les artistes créateurs, ils se posent pas forcément la question de dans quelle filière je suis, en fait, ils créent, et puis après, ils doivent se dire, tiens, est-ce que je vais être mobiliste, est-ce que je vais être plateforme, mais finalement, ça les concerne pas tant que ça, tout le temps. Voilà ce que je peux dire sur Trajet, et puis t'es arrivé, et t'as pris ça à bras-le-corps, et c'est formidable. Merci pour ce petit tour d'horizon, ce petit retour dans le passé. On aimerait avoir plus de temps pour creuser, vous donner la possibilité de réagir, mais ça va pas être possible pour le moment. Je vais laisser la place au pôle musique, à l'équipe actuelle d'administrateurs salariés, à Francis Boissard du pôle patrimoine, administrateur, Erika S, aussi vice-présidente du pôle spectacle vivant. Je vais vous proposer de me rejoindre sur scène. Alors, la transition, elle est toute trouvée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pôles sont tous fragilisés.
par le contexte des coupes régionales et des effets en chaîne sur les baisses des financements. La question que je vais aborder aujourd'hui, c'est quelles sont pour vous aujourd'hui vos perspectives individuelles en tant que pôle, et aussi est-ce qu'il y a pour vous des perspectives collectives, interfilières qui se profilent. Donc je vais déjà vous donner la parole sur vous individuellement par pôle, l'impact des coupes budgétaires très rapidement sur vos situations actuelles et les perspectives très rapidement, mais qu'on pose aussi on en a parlé beaucoup pour le polar visuel. Je pense que c'est important aussi que l'assistant sache aussi quelle est la situation des pôles aujourd'hui. Alors, il y a 2 micros ici, puis Erika, je te donne. Je commence. Donc, Francis Boissard, moi je représente le pôle patrimoine. Donc, on est le plus petit pôle en termes d'aide des pouvoirs publics, mais c'est pas un problème. On bénéficiait donc de subventions à la fois de la région et de la DRAC. Depuis 2 ans, la DRAC avait rejoint la région en termes de hauteur de financement. Donc, chacun des deux nous finançait à hauteur de 35 000 euros. Cette année, donc, la région a baissé sa subvention par 2 et on n'aura rien l'année prochaine. Donc on avait au départ une salariée, on a pu en embaucher une deuxième qui était à temps partiel, qui a démissionné au début de cette année et qu'on n'a pas remplacé parce que de toute façon on n'était pas sûr, on craignait fort de ne pas pouvoir payer sa remplaçante. Donc on est aujourd'hui à une salariée et on n'est pas du tout sûr de pouvoir maintenir son poste l'année prochaine. Donc pour l'instant on sait qu'on peut la garder jusqu'à la fin de l'année, mais voilà, pas de certitude au-delà malheureusement. Bonjour à toutes et tous. Alors côté musique, on essaye de passer la vague tant bien que mal. On a maintenu une partie de l'activité sur 2025. On a quand même supprimé un demi-poste en passant quelqu'un à 100% à 50%. On a beaucoup réduit sur les frais de structure et les frais de fonctionnement. Donc on se retrouve là un petit peu dos au mur. C'est-à-dire que nous demander encore de faire des efforts, là ça devient un peu complexe. Et évidemment, on a dû couper dans les frais de mission. Sur notre feuille de route observation, on avait 2 études, dont une super étude dans les tuyaux sur l'emploi et l'attractivité des métiers dans les filières culturelles, sujet d'actualité. Ça passe à la trappe, parce que plus possible de passer un budget. Et on se retrouve en fait sur ce fonctionnement habituel de faire avec des bouts de ficelle. Quand on monte des rencontres, d'essayer de trouver des endroits gratuits, de se démener pour essayer de défrayer les intervenants, les intervenantes sur les tables rondes, mais ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Mais il faut bien se réinventer, comme on dit. Donc beaucoup d'enjeux sur l'année à venir, beaucoup d'enjeux avec l'Interpol, j'adore cette figure d'Interpol. Mais on pourra creuser ça tout à l'heure dans le temps qui nous reste. Bonjour, Erika S. Je suis coprésidente du pôle spectacle vivant, qui est un des derniers arrivants. On a été en préfiguration à partir de 2020 et le pôle a été créé en 2022. En 2023, il a recruté sa directrice et puis il y a 1 an, 2 salariés en plus. Et donc, nous, on a passé l'année à essayer de finaliser notre fonctionnement. En fait, on était en train de naître avec les adhésions qui augmentaient et puis des activités qui se développaient. Et la perspective 2026, on ne sait pas en fait. On se projette sur l'Interpol, voilà. Ça va pouvoir nous permettre de passer au cap suivant. Mais juste dire que sur les activités du pôle aujourd'hui, en fait, là où on répond aux besoins des structures, des adhérents, c'est... on a une newsletter où on parlait de la ressource tout à l'heure, donc c'est l'endroit le plus utile, j'ai l'impression, parce qu'il y a, donc là c'est au-delà des adhérents, parce qu'il y a 700 personnes qui la reçoivent et on a un taux de 70% d'ouverture, donc ça veut dire que les gens ils ont besoin de savoir où sont les appels à projets, etc., et puis les changements de législation, et puis tout ce qui concerne le changement, en fait, l'aide au changement, donc les webinaires sur l'intermittence, sur le changement de modèle économique, c'est vraiment ceux qui ont le plus intéressé les participants. Voilà. Et donc du coup, la question suivante, c'est pour vous dans le 2026, quelles sont les perspectives pour vous pour maintenir les pôles ? Quelles sont les réflexions en cours sur justement les collaborations Interpol ?
Simon, donc bonjour. tu peux te présenter aussi. Oui, bonjour, je me présente rapidement. Je suis Simon Adjer et du coup, je suis récemment vice-président, coprésident du pôle de musique. Ouais, du pôle de musique. Et donc, ravi d'être présent parmi vous. Et je pense qu'on peut déjà célébrer 10 ans du pôle art visuel, qui est quand même une très belle activité et dont on espère qu'on va la poursuivre, même si on est dans un moment d'adversité très fort. C'est assez chouette de recevoir les différents témoignages et les différentes positions des intervenants de ce matin. Donc, dans la dynamique actuelle où on est tous, je pense, dans un contexte d'adversité, on voit que c'est assez... difficile pour les uns et les autres de recevoir des paroles différentes et de cohabiter avec l'altérité. Et c'est dans ce contexte-là, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'acteurs comme nous, que ce soit de mettre en mots, en images, en scène, en mouvement. Tout ça, ça nous sert à faire circuler ces différences entre nous et à coexister, et surtout à répondre par la coopération. La coopération, je ne sais pas si on l'a définie, mais elle est assez complexe à définir en réalité, puisque nous vivons surtout des rapports de force. Souvent, on nous impose une lecture de rapports de force, et la coopération nous rappelle que c'est faire ensemble. Et c'est faire ensemble sans que ce soit au détriment de. C'est faire ensemble, accepter qu'on peut contribuer, accepter que les potentielles contreparties auxquelles chacun contribue ne se fassent au détriment de rien. Et ça, c'est essentiel, je pense, aujourd'hui, dans un monde où on continue à nourrir cette histoire à laquelle on semble continuer à s'accrocher, qu'on ne peut pas faire sans que ce soit au détriment de quelque chose. Et on passe à côté d'une situation qui est ce que... Alors c'est très personnel, mais moi j'ai le sentiment que je vis dans une société d'abondance. Dans les musiques actuelles, par exemple, j'observe que les réalités sont très imparfaites puisque les souffrances des êtres humains sont très présentes. Néanmoins, j'observe qu'on est quasiment à quelque chose de, si on prend un peu de recul, de quelque chose d'assez idéal. L'accès à la pratique musicale n'a jamais été autant facilité. Donc pour la personne qui souhaite développer cette pratique-là pour elle-même, pour son propre bien-être, avant même l'idée de professionnaliser, et on l'a entendu tout à l'heure, on a beaucoup le sujet de la professionnalisation est assez central. Et en fait, c'est ce questionnement-là qui est assez central aussi pour nous tous. Pourquoi est-ce qu'on a cette injonction à devoir nous professionnaliser? On peut tout à fait vivre des activités culturelles sans pour autant absolument les professionnaliser. Je ne dis pas que c'est pas juste de le faire. C'est même très bien cette intention de professionnaliser une pratique culturelle quelle qu'elle soit. Néanmoins, c'est là où on voit que potentiellement aujourd'hui, on vit des souffrances. Et qu'est-ce que porte finalement le professionnel? Moi, je pense à cette expression française, travail d'amateur. Et pour nous, artistes, que ce soit auteurs, sculpteurs, danseurs, réalisateurs ou tous les acteurs de la filière, ce qui est très important pour nous, on entendait une autrice tout à l'heure qui n'est, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir de l'entendre, parce qu'elle disait, moi, je ne peux pas ne pas m'exprimer. Et c'est ça l'essentiel, c'est, je pense, cette liberté de s'exprimer, cette liberté d'accueillir l'altérité, beaucoup plus qu'autre chose en réalité. Et ça, on a tendance à passer à côté. Et moi, je pense que la culture va toujours continuer à exister. Elle a certes besoin d'être soutenue, et on a certes besoin de se la renforcer, mais coopérer, et c'est là le centre de ce que nous faisons actuellement, c'est réaffirmer le fait qu'on peut faire ensemble sans que ce soit au détriment de quelque chose. Et dans le monde dans lequel nous sommes, je pense qu'il est important qu'on continue à mettre ça en mots, en images, en mouvement, en scène, et d'où l'importance de la coopération, et d'où l'importance de affirmer ce qu'est la coopération et d'essayer de l'incarner. Puisqu'actuellement, on l'entendait dans les écoles, on sort des écoles, on n'est pas dans le monde où dans l'école on nous met dans on nous offre ces moyens pour développer plein de choses. Et à un moment donné, on arrive dans des réalités qui nous sont préexistantes, qui sont beaucoup plus violentes. À nous de les rendre moins violentes et moins brutales. À nous de faire en sorte que l'altérité soit moins violente et moins brutale. Et c'est tout l'intérêt, je pense, des pôles culturels, des acteurs qui les constituent, pour aussi imprimer d'autres modes de relations dans cette société. Elle en a besoin. Et voilà, je suis fier d'être avec vous pour en parler ce matin. Merci Simon pour ton enthousiasme. Ça fait du bien. Tu voulais ajouter quelque chose, Maxime, par rapport au pôle musique ? Sur les perspectives envisagées. Par rapport à l'Interpôle, ouais, surtout. Ouais. Moi, ça fait un tout petit peu plus d'1 an que je suis arrivé à la suite de Vianney Marzin au pôle musique. Je suis venu en région Pays de la Loire pour son dynamisme culturel. Voilà. Voilà, j'ai un petit peu déchanté. Et tout de suite, en fait, dans les premiers projets, les premières missions, en arrivant à la direction, il y avait beaucoup de sujets d'Interpôle. Donc ça a commencé par trajet avec un comité de sélection de la promo 24-25.
qui était super, où on se chamaillait sur non, on veut celui-là, on veut celui-là, on veut celui-là. Mais on voyait qu'il y avait beaucoup de potentiel et surtout déjà beaucoup de demandes, et donc une nécessité à écarter certains projets. Je pense que sur des futurs comités de sélection, on aura encore plus de dossiers à accompagner, en tout cas je l'espère. Je le souhaite, mais c'était déjà intéressant. Dans les autres projets Interpol, on a passé beaucoup d'énergie sur la négociation d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec la DRAC et la région, pour pas grand-chose, parce qu'au final, ce document n'a jamais été signé. Mais c'était intéressant quand même de se retrouver, discuter de nos valeurs, nos points communs, les enjeux sur lesquels on se rejoint. Et puis, sur la partie observation, Magali Roberto, chargée d'études chez nous, a accompagné Géraldine au pôle spectacle vivant sur la prise en main des enjeux d'observation en tant que chargé d'études. Et le point d'orgue de cette collaboration, ça a été l'enquête Interpol publiée en décembre 2024 sur l'impact des coupes budgétaires. J'en place une pour Ulysse, Magali et Géraldine qui ont fait un gros boulot sur la publication de cette étude-là. Donc beaucoup d'Interpol, beaucoup de projets. Au niveau des perspectives, au-delà de faire le bilan, tout à l'heure, je crois que c'est Vianney qui disait que la région n'était pas digne de son propre héritage sur la création des pôles. Je ne sais pas quel héritage on va pouvoir laisser. En tout cas, l'héritage du pôle art visuel a l'air assez conséquent. La région est plutôt sur une autre dynamique en disant il faut se réinventer et créer quelque chose de nouveau. Je pense que c'est aussi l'objectif de l'Interpol dans les années à venir. Croise les doigts, touche du bois, parce que l'Interpol, c'est vraiment l'occasion d'un laboratoire. Un laboratoire sur l'accompagnement, parce que le dispositif trajet, dans une perspective où on peut se poser des questions sur le réorienter, faire un petit peu différemment et conserver vraiment l'originalité de ce programme d'accompagnement interfilière, ce qui, à mon sens, n'existe pas dans d'autres régions, sur d'autres dispositifs, en tout cas cette diversité de projets, que ce soit sur un an, que ce soit sur 6 mois, à voir dans les prochaines réflexions, dans les prochains mois pour la future promo. Un laboratoire aussi sur la mutualisation, c'est l'occasion de partager entre les réseaux et peut-être plus tard entre différentes structures des fonctions support sur de la communication, de l'administratif, de la recherche de fonds, pourquoi pas, puisque apparemment le mécénat c'est la clé. Donc pour moi, l'Interpol, c'est aussi ce laboratoire de mutualisation, notamment quand on sait qu'on n'a pas de groupement employeur culture en Pays de la Loire, même si on a les gesticulteurs qui sont pas très loin, mais pas chez nous. Et puis, troisièmement, l'Interpol, c'est aussi un laboratoire sur porter des projets qui sont en accord avec les grands enjeux qui traversent nos filières culturelles. Donc là, on va parler de transition, évidemment, avec un S, sur la transition écologique, les enjeux de développement durable, sur la prévention des discriminations et des violences sexistes et sexuelles, sur les enjeux de santé mentale, et aussi de santé physique, notamment auprès des musiciens et des musiciennes, mais pas que, aussi des professionnels qui les accompagnent. Et donc il y a beaucoup de sujets à porter, et donc il y a beaucoup d'énergie à mettre dans ce projet Interpol. Je pense que les équipes, qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient professionnelles, ont encore l'envie, la niaque d'y aller et de porter quelque chose qui, je l'espère, se concrétisera début 2026. En tout cas, côté pôle musique, on est à fond. Je pense que c'est une position partagée par les autres pôles. J'aimerais beaucoup que, au-delà des équipes salariées et bénévoles, des partenaires viennent accompagner cette dynamique-là, ou en tout cas ne se désengagent pas plus qu'ils ne le font ou ne le feront peut-être. Moi, je peux compléter. Moi, je suis assez optimiste parce que juste, on a commencé à identifier que certains partenaires qui, pour l'instant, n'avaient pas forcément l'habitude de beaucoup travailler avec les pôles et qui se disent que ce serait quand même vraiment dommage qu'ils disparaissent et qu'il faut essayer de faire quelque chose pour eux. Je pense notamment à Nantes Métropole, et je pense qu'Erika pourra vous en parler un peu mieux, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur un dossier qu'on vient de présenter il y a 3 jours. Hier même, c'était, oui, j'ai vu ton mail, mais donc voilà, on commence effectivement à se renouveler, à chercher effectivement d'autres partenaires, et visiblement, il y a des gens qui sont intéressés, qui n'ont pas envie que les pôles régionaux meurent. Et même si, effectivement, bien sûr, une municipalité ou une métropole comme celle de Nantes
est centré sur ces objectifs locaux. Ils ont bien conscience aussi que la dimension régionale des pôles est importante et on sent, même si c'est encore balbutiant, une certaine envie de ces métropoles de travailler entre elles pour pouvoir arriver à un soutien collectif qui font que les pôles puissent perdurer. Voilà. Mais je vais laisser peut-être Erika parler un peu du projet justement qu'on a présenté à notre métropole qui est justement très factuel là pour le coup. Ça reprend en partie ce que tu as dit Maxime et peut-être juste dans le contexte où on est là aujourd'hui dans cette rencontre, un des enjeux importants c'est de préserver les ressources. Ça c'est clair que c'est un objectif pour nous, c'est que en dépit des difficultés que chaque association rencontre, on arrive à pas perdre les acquis et toute la matière et le savoir-faire. Alors, savoir-faire sera plus difficile, mais au moins la matière, l'histoire et les outils qui ont été accumulés. Et après, dire que je crois que si on est motivé à travailler sur l'Interpôle, c'est parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas se laisser invisibiliser et qu'il ne fallait pas se taire, que donc on a toujours une parole à porter, qui est celle d'un secteur, et que même si on le fait soit bénévolement, soit de manière salariée, et on ne sait pas quel est l'avenir effectivement de nos équipes, on va pas se taire en fait. Voilà, on va continuer à apporter, à rendre compte de la situation réelle qui est traversée par les opérateurs. Peut-être que c'est l'occasion aussi de se remettre dans des réseaux nationaux et internationaux pour justement faire connaître notre situation et puis ce qu'on sait faire. Et puis je trouve ça intéressant aussi de rappeler que le travail des pôles, donc au pôle spectacle vivant, on est aussi en charge de la coordination d'un truc qui s'appelle le COREPS, qui est une instance de négociation en fait de filière. Donc là c'est spectacle vivant et cinéma. Mais que du coup plus largement ça rappelle qu'on est des outils complémentaires des syndicats et que moi à titre personnel dans tous les rendez-vous que je fais, j'incite tout le monde à se syndiquer parce que c'est important de renforcer cette parole de la parole employeur et de la parole salarié, parce que c'est un endroit où justement le combat politique doit nous représenter et qu'on doit le soutenir, quoi. Voilà. Donc je suis pour l'Interpôle, mais je suis aussi pour, à titre individuel, qu'on se batte sur le côté syndical aussi. Et pour terminer, peut-être en mode conclusion, est-ce que, par rapport à ce que vous avez entendu avant, de ceux qui étaient là au démarrage, est-ce qu'il y a un mot, deux mots, chacun que vous retiendriez de ce qu'ils ont vécu comme mantra ou comme ingrédient à travailler pour que la coopération se passe bien par la suite? Facteur clé de succès du futur Interpôle? Facteur clé de succès du futur Interpôle, le cœur à l'ouvrage et le respect des ressources que chacun a à un moment donné ou n'a pas. Voilà, pour faire court. Parce qu'on a faim, c'est ça. Ce que je retiens, c'est surtout qu'il y avait un effet à la création, en tout cas des pôles, il y a toujours eu un effet d'opportunité avec un soutien politique. Donc pour qu'il y ait un soutien politique, il faut déjà qu'il y ait un projet concret qui tienne la route avec des équipes qui sont solidaires. Donc si nous, on est suffisamment solidaires entre nous et qu'on porte un projet suffisamment cohérent et lisible, j'ai bon espoir que ça puisse enchaîner et embrayer derrière sur des partenariats avec des métropoles. Je dis pas les départements parce que les situations sont assez critiques aussi, parce qu'on parle beaucoup de la région, mais il faut aussi parler des départements. Mais voilà, plutôt bon espoir. Francis, je te laisse le mot. Ouais, je pense, Francis, je vais pas prendre la parole avant toi parce que tu seras plus positif que moi, parce que moi je suis... je vais pas être la dernière avec mon... parce que moi je suis très pessimiste mais combative, donc je dirais soyons survivants, voilà. Non, moi je pense, j'ai beaucoup aimé, c'est la création en fait du mouvement Interpôle autour notamment d'Erasmus. Et je pense que c'est peut-être effectivement ce qui nous manque. Aujourd'hui, moi, en tant qu'administrateur du pôle patrimoine, je me rends compte que je ne connais pas suffisamment bien les autres filières. Et je pense qu'effectivement, ce qui a fait la force, la création de l'Interpôle avec Erasmus puis Trajet, c'est effectivement
l'opportunité qu'ils ont eue de très bien se connaître au travers de ces rencontres qu'ils ont fait à droite et à gauche. Et je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, à travailler aussi, au niveau des équipes actuelles, à mieux se connaître, parce que c'est ce qui va nous rendre plus forts aussi. Je l'avais dit. Merci à tous. Oui, merci. D'abord, merci à vous toutes et tous.